40 minutes après le début de mon mariage, ma mère s'est levée du banc de premier rang. 200 invités. Le voile de ma grand-mère sur mon visage, les vœux à moitié sortis de ma bouche. Stop. Elle se marie en dessous de sa condition. L'orgue s'est éteint au milieu d'une note. Mon père s'est jeté sur son bras. Elle l'a arraché. Elle a appelé les gens de mon fiancé pour aider. Elle a qualifié ma robe d'argent gaspillé. Elle souriait en le disant. En plein visage, à l'hôtel qu'elle avait payé. Chaque invité qu'elle avait invité à me voir briller m'a vu rétrécir à la place. Puis une femme, 3 rangs plus loin, s'est levée. Sans invitation. Elle m'a tourné le dos pour faire face à mes parents. Et ma mère, qui n'a jamais perdu la maîtrise d'une pièce de sa vie, est devenue blanche comme un linge. Pendant 36 ans, elle s'était assurée que ce visage ne franchisse jamais une porte. Je m'appelle Stella, j'ai 31 ans, et je construis des choses censées tenir. Des ponts, des structures de parking, ce genre d'acier qui se moque bien de votre nom de famille. J'ai passé toute ma vie à prouver qu'une poutre peut supporter plus que ce qu'on imagine. Il ne m'était pas venu à l'esprit une seule fois que j'aurais à prouver la même chose à propos d'un mariage. 8 mois avant que cette femme ne se lève dans le banc, rien de tout cela n'était arrivé. Il y avait seulement une cuisine, un homme agenouillé et de la farine sur sa manche. Danny avait essayé de faire du pain selon la recette de sa mère et avait échoué magnifiquement. De la pâte sur le comptoir, de la pâte dans les cheveux. Il s'est agenouillé au milieu du désordre et m'a demandé en mariage avec une bague qu'il lui avait fallu 1 an pour économiser. J'ai dit oui avant qu'il n'ait fini sa question. Nous avons ri jusqu'à en perdre le souffle. C'était la dernière heure simple que j'ai eue. Ma mère tendait vers cette phrase à l'hôtel depuis le moment où Danny s'était agenouillé. Je ne pouvais tout simplement pas encore entendre les fondations se fissurer. Il faut comprendre la maison dans laquelle j'ai grandi. Les Sorelli sont de la vieille bourgeoisie, de la même manière qu'un musée est vieux. Polissés, isolés par des cordons, morts derrière la vitre. La famille de mon père a fait fortune dans l'immobilier il y a 3 générations. Et le seul but de notre existence, pour autant que j'ai pu en juger, était d'avoir l'air de n'avoir jamais eu à faire le moindre effort. Ma mère faisait respecter cela de toutes ses forces. Elle avait une formule pour chaque travers de ma part. Cette famille a des standards. Je l'entendais quand je riais trop fort. Quand je portais le mauvais manteau. Quand je disais que je voulais devenir ingénieur au lieu d'être un simple ornement au bras d'un homme. Je le suis devenu malgré tout. Et j'ai payé mes études moi-même parce que je voulais qu'elle sache qu'elle ne pouvait pas financer mon obéissance. Il y avait une chose chez elle que je n'avais jamais comprise en tant que petite fille. Chaque année, un jour du début du printemps, elle s'enfermait dans le bureau de mon père et n'en ressortait pas avant que les fenêtres ne s'assombrissent. Jamais la moindre explication. Migraine, disait-elle le lendemain matin. Tout en vous défiant du regard de poser une seconde question. J'appris à ne rien demander. Ce printemps-là, pour la première fois, Danny venait dîner. Je l'ai habillé dans ma tête avant même notre arrivée, j'ai choisi sa veste, répété ses réponses. Et je me suis détesté pour chacune de ces secondes. Danny est arrivé dans un bon manteau et avec son sourire naturel, balayant d'un revers de main toute ma minutieuse organisation. Ma mère l'a accueilli par une poignée de main si brève qu'elle s'apparentait à une insulte maquillée. En bonne manière. Elle a servi le vin elle-même. Elle lui a demandé gentiment ce que faisait son père. Il est électricien, a dit Danny. Il a géré sa propre équipe jusqu'à ce que son dos lâche. Les métiers manuels, a répété ma mère, savourant les mots comme quelque chose oublié trop longtemps dans le frigo. Tellement utile. Mon père étudiait son assiette comme si elle pouvait le sauver. Mon frère Preston, 28 ans et déjà la photocopie miniature de mon père, affichait un sourire narquois dans son verre. Danny n'a pas scié. Il a parlé de son travail avec une véritable fierté. Des rénovations de tableaux électriques. Le recablage de maisons centenaires pour qu'elles arrêtent de prendre feu.
Et j'ai vu le visage de ma mère se fermer comme un magasin qui baisse son rideau de fer à la nuit. Tomber. Elle a souri tout le temps. C'était la partie qui m'effrayait. Elle était déjà en train de décider de quelque chose, et elle souriait en le décidant. Elle m'a attrapé seul près des manteaux au moment du départ. Elle a gardé la voix basse et douce. Exactement le ton qu'elle prend lorsqu'elle cherche à vous blesser au vif. C'est un garçon charmant, a-t-elle dit. Tu peux trouver tellement mieux. Mieux que bon? Ai-je dit. Mieux que honnête? Mieux que ce nom-là? Mieux que ce monde-là? Sa main s'est posée sur ma manche. Tu n'as aucune idée de ce que ça coûte d'en sortir. Le mot s'est accroché à moi et n'a plus voulu lâcher prise. En sortir, comme si elle l'avait fait elle-même autrefois de ses propres mains. Je lui ai donc demandé sans détour pourquoi la question des classes pesait si lourd pour elle. Pourquoi le fils d'un travailleur pouvait chasser toute couleur de son visage. Elle a retiré sa main de ma manche. On ne parle pas du passé. A-t-elle dit. Puis elle est retournée auprès de ses invités, le menton haut. Me laissant planter là dans le couloir à me demander quel genre de passé elle pouvait bien chercher. À dissimuler. Le monde de Dany s'est avéré être la réponse à une question que je ne savais pas que je m'étais posée toute ma vie. Sa mère, Sophia, m'a accueilli sur le pas de la porte et m'a serré dans ses bras comme si j'étais déjà des leurs. Leur maison était petite, chaleureuse et bruyante, les radiateurs claquaient. La cuisine était constamment envahie de vapeur. Là-bas, personne ne me mesurait du regard. Personne ne corrigeait mon rire ou ma posture. Sophia m'a nourri jusqu'à ce que je ne puisse physiquement plus bouger. Puis m'a raconté des histoires sur Dany enfant. Sur la façon dont il avait réparé ses guirlandes de Noël à 9 ans et avait failli brûler le Porsche. J'ai ri jusqu'aux larmes, et pas une seule personne ne m'a demandé de baisser d'un ton. Assise à cette table bondée, j'ai ressenti quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots. Ce n'était pas qu'ils avaient moins que nous. C'était qu'avec moins, ils avaient réussi à construire davantage. Sur la route du retour, Dany m'a demandé si j'allais bien parce que j'étais restée silencieuse. Je lui ai répondu que j'allais mieux que bien. Je ne lui ai pas dit que ce silence était un deuil. Que je pleurais toutes ces années passées à rétrécir pour tenir dans une maison qui n'avait jamais dégagé la chaleur de celle de Sophia. Quelque part sur cette autoroute sombre. J'ai décidé que j'allais épouser cette chaleur et laisser à ma mère son glacial univers. Ma mère avait d'autres projets, et elle les a mis à exécution rapidement. Moins d'une semaine après nos fiançailles. Elle s'était proclamée commandante en chef de l'ensemble du mariage. Elle voulait Saint-Alaric, l'église des Célies, du marbre et de l'argent. Les bancs où 4 générations de ma famille avaient étalé leur respectabilité devant un public. Je voulais quelque chose de simple. Elle a interprété le mot simple comme le mot honteux. Vous vous marierez dans un endroit respectable, a-t-elle dit. Où vous serez une source de honte que je serai forcé d'expliquer aux gens. Elle a engagé un fleuriste que je n'avais pas choisi. Elle a rayé la liste des invités que Dany et moi avions dressée et l'a remplacée pour moitié par des noms que je n'avais jamais entendus. Ces gens, ceux qui comptent, disait-elle. Chaque fois que je protestais, elle présentait cela comme un acte de générosité, puisqu'après tout, c'était elle qui payait. Elle me le rappelait de la même façon que les autres se rappellent de respirer. Je lui ai cédé l'église. Je me suis dit que c'était une bataille, pas la guerre. J'apprenais encore qu'avec ma mère, il n'y a pas de bataille isolée. Il n'y a que la campagne. Et elle menait la sienne en secret bien avant que je ne comprenais que nous étions en guerre. Ce furent les nattes de table, finalement, qui tirèrent le premier fil de la pelote. Elle m'avait envoyé dans le bureau de mon père pour y chercher un jeu de linges anciens dans le buffet bas, les beaux, pour un déjeuner de fiançailles qu'elle organisait. Ce bureau était la seule pièce de la maison toujours fermée à clé ce fameux jour de printemps. Cette fois, il était ouvert, et j'y étais, agenouillé devant le meuble. Lorsque ma main se referma sur quelque chose de rigide, glissé derrière le linge plié. Une enveloppe, bleu pâle,
de la couleur d'un œuf de merle ramolli par le temps, scellée. Non ouverte. Sur le devant, d'une écriture ferme et inclinée, un nom et une adresse que je ne connaissais pas. Et elle n'était même pas adressée au nom de ma mère. Elle était adressée à une femme nommée Vivien Voss. Tamponnée en travers à l'encre rouge fanée. 3 mots cinglants, retour à l'envoyeur. Je tenais encore l'enveloppe lorsque ma mère apparut sur le seuil. Donne-moi ça. Pas une question. Elle a traversé la pièce plus vite que je ne l'avais jamais vue bouger. Elle l'a arraché de mes doigts, et sa main tremblait. La main de ma mère ne tremble jamais. Ceci ne te regarde pas, a-t-elle dit. Et sa voix avait pris une tonalité que je n'avais jamais entendue auparavant. Puis, plus doucement, presque pour elle-même, tu n'as aucune idée de ce que tu tiens là. Elle avait raison. Je n'en avais pas la moindre idée. Mais en la voyant presser cette enveloppe bleu pâle contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'une blessure qu'elle devait empêcher de saigner. J'ai compris que je venais de toucher à l'extrême limite de quelque chose qu'elle avait passé toute sa vie à enterrer. Je suis allé voir mon père en premier. Car il incarnait la version la plus inoffensive de la vérité. Il était dans le jardin avec son café, là où il se cache derrière ses aspects les plus modérés. J'ai prononcé le nom clairement, qui est Vivien Voss. Il n'a pas renversé son café, mais quelque chose dans ses épaules s'est effondré. Où as-tu entendu ce nom? C'est celui de maman. N'est-ce pas? D'avant les Célie. C'est l'affaire de ta mère. A-t-il dit. Ni la tienne. Ni la mienne. Tu l'as épousée. Comment est-ce que ça ne te regarde pas? Il m'a regardé alors, et pendant une seule seconde j'ai aperçu sur le visage de mon père quelque chose que je n'attendais pas de la colère. De la peur. Et sous la peur, presque du chagrin. Il y a des portes qu'on laisse fermer, Stella. A-t-il dit. On les laisse fermer pour le bien de tous ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Puis il a repris son journal, et la porte s'est refermée sur son visage aussi. Il savait quelque chose. Il avait choisi pendant des années de ne pas tout savoir. Je pouvais deviner la forme exacte de ce choix. Et cela m'effraya bien plus que la main tremblante de ma mère. La personne qui se trouvait dans cette maison depuis plus longtemps que moi, c'était Martha. Elle s'occupait des parquets des Célie et de l'argenterie depuis 30 ans. Bien avant ma naissance, et de la plus belle des manières. C'était elle qui m'avait élevé plus que ma mère ne l'avait jamais fait. Un sandwich coupé exactement comme je l'aimais. Une main passée dans mes cheveux là où la famille ne pouvait pas voir ce geste se produire. S'il y avait quelqu'un qui savait ce que ma mère avait apporté dans ses bagages, c'était bien la femme qui les avait défaits. J'ai trouvé Martha dans la cuisine en train de polir un plateau qui n'avait nul besoin de l'être. Je lui ai demandé doucement depuis combien de temps elle travaillait chez nous. Depuis le printemps où ta mère est arrivée. A-t-elle dit? En 1992. Comment était-elle quand elle a débarqué ici pour la première fois? Le chiffon de Martha s'est immobilisé sur l'argent. Mince, a-t-elle dit. Effrayée sous tout ce menton qu'elle portait haut. Une femme qui fuyait quelque chose. Habillée comme si elle ne le faisait pas, elle a jeté un coup d'œil vers l'embrasure de la porte. De la même manière que tout le monde dans cette maison avait appris à le faire. Elle n'avait pas grand-chose, ta mère. Un beau manteau, une valise. Un temps d'arrêt. J'aurais pu faire passer un camion au travers. Et elle n'est pas venue seule. Le froid m'a traversé l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire par pas seule? Martha a ouvert la bouche. Puis les talons de ma mère ont résonné dans le couloir, sans hâte, se rapprochant. Et tout le visage de Martha s'est refermé comme un tiroir qu'on repousse. Rien, a-t-elle dit plus fort cette fois. Projetant sa voix vers le couloir. La mémoire d'une vieille femme. Ne fais pas attention à moi. Elle a frotté à nouveau un éclat illusoire sur un plateau qui brillait déjà.
Et elle a refusé de me regarder de nouveau. Ma mère a fait irruption en demandant de quoi nous étions en train de jacasser. Martha a répondu qu'il était question de météo, mais elle avait prononcé les mots « pas seule ». Et elle les avait dit comme s'ils lui avaient coûté quelque chose. J'ai emporté ces mots hors de cette cuisine comme un charbon ardent serré dans mon poing. Je ne pouvais pas interroger Martha une seconde fois avec ma mère dans les parages. Alors je l'ai coincée quelques jours plus tard, seule, près de sa voiture. Je ne l'ai pas suppliée de me raconter une histoire. Je l'ai suppliée de me donner un lieu. Elle a refusé de me livrer un nom de personne. Elle m'a tendu le nom peint sur un garage. Dolanès. A-t-elle chuchoté. À 2 heures de route vers le nord. C'est tout ce que tu obtiendras de moi. Et ne va jamais dire à un âne vivant que c'est moi qui te l'ai dit. Elle a serré ma main une seule fois et est rentrée avant que je ne puisse la remercier. Je suis monté un samedi. J'avais dit à Danny que je partais pour une inspection de chantier. Le garage d'Olanès se trouvait au bout d'une rue principale fissurée. L'enseigne effacée jusqu'à n'être plus que l'ombre d'elle-même. Les portes de baie condamnées par des chaînes. Et des mauvaises herbes montant jusqu'aux genoux sur le parking. Je suis resté planté au milieu de ce vide. Me sentant comme une idiote d'avoir fait 2 heures de route pour venir inspecter de la rouille. Puis une voix a retenti derrière moi. Un vieil homme sur le porche d'à côté. Observant la façon dont les petites villes observent la voiture luxueuse d'un étranger. Je peux vous aider? Je cherche quelqu'un qui aurait connu les Dolan. Ai-je répondu. Il m'a jaugé du regard. Ray est parti depuis longtemps. Un bon mécanicien. Une poisse pas possible toute sa vie. Il m'a toisé de la tête aux pieds, et quelque chose sur mon visage l'a poussé à incliner la tête. De la famille? Sincèrement? Je l'ignore? Ai-je dit. C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Il y avait une jeune femme. Autrefois. A-t-il dit lentement. Très jolie. Très froide. Vivien. Le nom de ma mère dans la bouche d'un inconnu devant un garage abandonné. Et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Et une petite fille, un bébé, puis une bambine, et puis plus rien. Pas de femme, pas de bébé. Rien. Ray a complètement sombré. Il a bu son atelier jusqu'à tout perdre. Il est parti depuis 15 ans peut-être. Il a secoué la tête en regardant les mauvaises herbes. Vous l'avez dans le regard, vous savez. Les yeux de la femme. Je suis monté dans ma voiture avec des mains qui n'étaient plus tout à fait stables et j'ai fait les 2 heures de route pour rentrer. Comprenant enfin que ma mère avait été une femme du nom de Vivien Dolan avant d'être une Célie. Qu'elle avait eu un mari qui réparait des voitures et une petite fille qu'elle avait abandonnée dans une ville qu'elle avait ensuite gommée de sa propre peau. Que l'homme qu'elle avait laissé derrière elle s'était détruit dans l'alcool. Pleurant la perte de l'une et de l'autre. Elle n'avait pas fait un beau mariage. Elle s'était extirpée de sa condition en piétinant 2 êtres vivants. Avant d'appeler cette ascension un pédigré. Cette nuit-là, j'ai raconté à Danny où j'étais réellement allé pas sur un chantier. Mais dans une ville lugubre où toute la première vie de ma mère était enterrée. Il n'a pas prononcé le fameux « je t'avais bien dit de ne pas fouiner ». Il a mis la bouilloire à chauffer, ce que fait sa famille au lieu de paniquer. Et il est resté assis avec moi pendant que je crachais le morceau le plus dur à avaler. Il y a une petite fille, ai-je dit. Il y a eu un bébé. Ma mère a une autre fille quelque part. Plus âgée que moi, et elle fait comme si cet enfant n'était jamais né. Danny est resté silencieux un long moment. Puis, quelque part là-hors, a-t-il dit, tu as une sœur. Je m'étais interdit de prononcer ce mot jusqu'à ce qu'il le dise pour moi. Sœur. Le mot s'est posé dans ma poitrine et y est resté. Je me suis endormi en le ressassant. Que la femme qui m'avait élevé dans la peur d'être rejetée avait rejeté son propre enfant en premier. Et que cet enfant avait un visage. Et que ce visage était quelque part dans ce monde en train de se demander.
Lors de ses propres nuits d'angoisse, pourquoi personne n'était jamais venu la chercher? Le coup suivant de ma mère fut d'ordre financier. Car l'argent était la langue qu'elle parlait avec le plus de fluidité. Elle m'invita à déjeuner, rien que toutes les deux. Au club où les serveurs connaissent votre commande habituelle et votre valeur nette. Entre la salade et le plat. Elle me fit son offre avec le calme parfait d'une femme qui n'a jamais entendu le mot non de sa vie. Sans qu'il ne perde sa valeur. Je vais payer pour un autre mariage. A-t-elle dit. Un meilleur. Si tu laisses un peu de temps à tout cela, si tu prends une année. Si tu vois d'autres personnes, je couvrirai chaque centime. Tu proposes de me racheter pour me soustraire à mes propres fiançailles? Je t'offre une issue pour t'éviter de gâcher ta vie. J'ai reposé ma fourchette. Dany n'est pas une erreur que je suis en train de commettre. C'est la seule bonne chose que j'ai jamais choisie sans toi. Sa bouche s'est pincée en une fine ligne. Tout ce que tu possèdes. Tu le dois à cette famille. Non, ai-je dit. Tout ce que je possède. Je l'ai construit. Tu m'as seulement fourni l'échafaudage. J'ai laissé la salade et le club, ainsi que ma mère assise seule à sa table. Mes mains sont restées parfaitement stables pendant toute la marche jusqu'à la voiture. Ce n'est qu'une fois la portière fermée que je les ai laissées trembler. C'est lors de l'essayage de la robe que je l'ai entendu de mes propres oreilles. J'étais monté sur l'estrade dans une robe à moitié épinglée. Et ma mère était dans un coin au téléphone, croyant que la première d'atelier était sortie. Croyant que je ne pouvais pas l'entendre par-dessus le bourdonnement des machines. Elle parlait à l'un de ses proches au sujet du plan de table. Toute sa famille, disait-elle. Ils seront placés avec le personnel. Pour l'essentiel. J'ai fait de mon mieux avec la disposition. Mais il y a des limites à ce qu'on peut faire. Le personnel? La mère de Dany, qui m'avait nourri jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir debout. Son père, qui s'était esquinté le dos pour que la lumière continue de briller chez les autres. Le personnel. Je me suis retourné sur l'estrade et j'ai vu Dany dans l'embrasure de la porte. Venu m'apporter un café. À son expression, j'ai compris qu'il avait tout entendu, lui aussi. Il n'a pas fait un scandale. Il a posé le café, a embrassé ma tempe et a dit à ma mère que la robe m'allait à ravir. Il s'est montré d'une courtoisie exemplaire envers une femme qui venait de qualifier sa propre mère de meuble. Je n'avais jamais été aussi en colère et aussi silencieuse de toute ma vie. J'ai souri à la couturière et je l'ai laissé finir de planter ses épingles. Tandis qu'intérieurement, je faisais à ma mère une promesse qu'elle ne pouvait entendre. Quoi que tu caches, pensais-je, je vais le trouver. Et ce sera bien plus grand que ta honte d'avoir choisi le fils d'un travailleur. Il y avait un souvenir que j'avais enfoui si profondément que j'avais presque fini par me persuader de l'avoir inventé. J'avais 7 ans. Je m'étais égaré dans le dressing de ma mère et j'avais trouvé une photographie glissée dans un livre. Ma mère, plus jeune, vêtue d'un manteau bon marché que je n'avais jamais vu. Tenant un bébé qui n'était pas moi. J'étais né en 1995. Cette photo était plus ancienne. Je lui avais demandé qui était ce bébé. Elle m'avait arraché la photo des mains si vite que le coin m'avait entaillé le doigt. Ce n'est personne, avait-elle dit. Oublie ça. Je l'avais fait pendant 24 ans. Maintenant, le souvenir remontait à la surface dans son intégralité. Le manteau bon marché, le bébé, ces mots, ce n'est personne. Et j'ai enfin compris que ce souvenir n'avait jamais vraiment concerné la photo. Il concernait son visage. C'était la première fois de ma vie que j'avais vu ma mère avoir peur. Et j'avais été trop jeune pour mettre un nom sur cette terreur. Je le nommais à présent. Et j'ai cessé d'attendre qu'elle me livre la vérité. J'ai commencé à creuser pour l'extraire moi-même. Je creusais comme je fais tout, calmement, méthodiquement, en partant des fondations. Je n'avais pas de reçu, et je n'en voulais pas. Je voulais les archives. J'ai fouillé dans les vieux papiers de famille.
Les boîtes du grenier étiquetées de la main méticuleuse de mon père. J'ai appelé ma tante, la sœur de mon père. L'historienne de la famille qui n'aimait rien tant au monde que d'être priée de se remémorer le passé. Je l'ai doucement aiguillé vers ma mère, et ce qui m'est revenu fut une absence étrange, immaculée. Ma mère n'avait aucune histoire avant 1992. Personne de sa branche n'était venu au mariage en 1993. Pas de cousin, pas de mère, pas la moindre photo d'enfance. Elle nous a dit que toute sa famille avait disparu, disait ma tante. D'un ton faussement léger. C'est tellement triste. Elle est pour ainsi dire simplement apparue de nulle part. Gérald a eu le coup de foudre absolu. Apparue de nulle part. Une femme aux standards irréprochables et sans passé. Mariée au nom le plus ancien du comté l'année suivant celle dont elle refusait de parler. Les gens n'apparaissent pas par magie. Ils viennent de quelque part. Et ils n'effacent ce point de départ que lorsque ce dernier s'avère dangereux. J'ai appelé le bureau des registres du comté pendant ma pause déjeuner. J'ai donné le nom de Voss et j'ai demandé comment une personne pouvait retrouver la trace d'un mariage ou d'une naissance. L'employée s'est montrée patiente. Elle a tapé sur son clavier. Elle s'est immobilisée. J'ai des dossiers classés confidentiels sous ce nom. A-t-elle dit. Il vous faudrait une ordonnance du tribunal ou être vous-même partie prenante au dossier. J'ai demandé, quel genre de dossier? Je ne peux pas vous le dire. C'est sous-scellé pour une bonne raison. Je l'ai remercié et j'ai raccroché dans le parking d'un chantier de pont. L'acier s'élevant vers le ciel dans mon dos. Je fixais mon téléphone, sous-scellé, pas vide, sous-scellé. Quelqu'un, à un moment donné, s'était rendu devant un juge pour demander à l'État de condamner à l'oubli une partie de la vie de ma mère là où même une fille ne pouvait l'atteindre. Et les seuls dossiers qui font l'objet de tels scellés, enterrés sous l'autorité d'un tribunal, sont ceux qui concernent des enfants. Preston savait toujours deviner quand je portais un fardeau trop lourd. Et il avait décidé que la meilleure façon de gérer une sœur qui avait cessé de fléchir était de frapper plus fort devant un public. Il a choisi un dîner de famille pour le faire. Toute la table à l'écoute, 2 tantes, un cousin, mes parents, la belle porcelaine de sortie. Il a attendu une accalmie. Puis s'est tourné vers Danny avec un sourire qu'il avait aiguisé spécialement pour l'occasion. Dis donc, Danny, a-t-il lancé. Quand Stella est perchée sur je ne sais quel pont avec son petit casque de chantier. Tu fais quoi concrètement de tes journées? Tu baisses quelques disjoncteurs? Un rire étouffé a circulé le long de la table. Le rire poli. Celui qui attend qu'on lui en donne la permission. Danny a reposé sa fourchette sans se presser. Pour l'essentiel. Je veille à ce que la lumière reste allumée pour des gens qui ne se sont jamais demandé une seule fois comment elle y parvenait. Charmant, a commenté Preston. C'est juste que nous aimons que chacun connaisse sa place. Tu comprends? Ça évite des embarras plus tard. Il avait prononcé le mot « place », comme s'il s'agissait d'une pièce où Danny n'avait pas le droit de pénétrer. J'ai regardé mon frère. 28 ans et fier de pas une seule chose qu'il eût construite de ses propres mains. Il la connaît sa place, Preston, ai-je dit. Il l'a gagnée. Rappelle-moi. C'était quand la dernière fois que tu as gagné autre chose qu'une coupe de cheveux et une migraine? Pour le comptable de la famille? La table a sombré dans le silence. Mon père s'est pris de passion pour son vin. Et les yeux de ma mère se sont posés sur moi avec acuité. Ce qui y brillait n'était pas de la colère, mais du calcul. J'avais cessé de saigner lorsqu'elle me taillait en pièces. Et une fille qui refuse de saigner est une fille qu'il faut apprendre à maîtriser autrement. Elle a choisi de me mater en montant la famille contre moi. Elle était bien trop intelligente pour continuer à se battre au grand jour où elle risquait réellement de perdre. Alors elle a mené le combat au téléphone, sur un ton feutré. Au sein de ce réseau de faveurs que le nom des Célie avait mis 3 générations à tisser.
Ma tante a appelé en premier, l'historienne de service n'ayant soudain plus rien de léger. Ma chérie, a-t-elle dit. Ta mère est hors d'elle. Es-tu bien sûr de toi? Une fille avec ton nom? Ton avenir? Tu pourrais avoir n'importe qui. Je ne veux de personne d'autre. Ai-je dit. Je veux lui. Un long silence chirurgical. Eh bien, a-t-elle fini par lâcher? Ne t'attends pas à ce que nous bénissions tous une telle erreur. Puis elle a raccroché. Et j'ai compris que ma mère avait passé tout son après-midi au téléphone à vendre à tous ceux qui partageaient mon sang une version de moi qui avait un besoin urgent d'être sauvé de son propre mauvais goût. C'était pire que je ne le pensais, car les familles ont des fuites. Mon jeune cousin, celui qui avait encore une conscience qu'il n'avait pas tout à fait liquidée, m'a fait suivre par erreur un fil de discussion qui n'en était pas tout à fait une. Le groupe de la famille auquel je n'avais jamais été ajouté. Le nom de ma mère en haut d'une douzaine de messages, par amour pour Stella. Nous devons afficher un front uni. Ceux qui assistent à cet événement endossent ce choix. Je demande à chacun d'entre vous de considérer son absence comme une délicatesse envers elle. Et en dessous, une liste prenait forme lentement, des noms se détachant de mon propre mariage. Un RSVP poli après l'autre. Des proches exprimant leur loyauté envers ma mère en promettant par écrit de ne pas venir au mariage de sa fille. Je suis resté assise avec mon téléphone, regardant des gens que je connaissais depuis toujours choisir la femme qui m'avait couverte de honte, plutôt que la fille qu'elle s'acharnait à humilier. Puis un dernier message est arrivé, rien que pour moi, de la part du cousin. Pas tous. Efface ceci avant qu'elle ne voie que tu l'as. Je l'ai effacé. Mais je l'avais lu. Ma mère ne se contentait pas de refuser de célébrer mon mariage. Elle était en train de le vider chaise après chaise. De sorte que lorsque je marcherais dans l'allée, je pénétrerais dans une pièce vide et saurais exactement dont la main avait fait le vide. Le déjeuner de fiançailles fut son chef-d'œuvre, qu'elle interpréta avec le sourire et 40 témoins, les épouses de son monde, le beau cristal. De minuscules sandwichs sans croûte. Quelqu'un demanda gentiment comment Dany et moi nous étions rencontrés. Avant que je ne puisse répondre, ma mère l'a fait à ma place. Sur un chantier de construction, si vous pouvez le croire, a-t-elle dit. Et la table a ri du rire convenu des femmes qui attendent le signal de leur chef de file. Notre Stella s'amuse à flirter avec la marge. Elle a toujours eu un faible pour les causes perdues. J'ai laissé couler. Elle n'avait pas fini. Elle a soulevé son verre, aussi chaleureuse qu'un poison versé sur de la glace. Mais vous savez ce que c'est. A-t-elle poursuivi. Elle se marie en dessous de sa condition. Nous allons tous devoir faire preuve d'un grand courage face à cela. La table a gloussé sur commande. Ma tante a baissé les yeux sur son assiette, et je suis resté assise là dans ma belle robe, refusant de concéder à ma mère le tressaillement qu'elle était venue pêcher. Au courage, ai-je dit. J'ai soulevé mon verre d'eau et j'ai bu. Ses yeux se sont plissés d'une fraction de pouce. Elle avait voulu que je saigne devant ses amis. Je ne lui avais offert que le néant. Et le néant était la seule chose que ma mère ne supportait pas de recevoir. Elle a tenté la tendresse une seule fois, et ce fut la chose la plus effrayante de toute l'année. Elle nous a invités, Dany et moi, à dîner pour « faire la paix », disait-elle. Pour « tout recommencer ». Je savais à quoi m'en tenir, et j'y suis allé quand même. Car refuser lui aurait fourni le prétexte de dire que j'étais la déraisonnable. La table était somptueusement dressée. Elle s'est montrée aimable avec Dany, s'enquérant de son travail sans la moindre pointe de mépris, servant le bon vin de sa propre main. Et au moment du dessert, elle a fait glisser une page pliée sur le linge avec 2 doigts. De la même manière qu'on pousse une facture dont on attend le paiement intégral. Une entente familiale, l'a-t-elle appelée. Une feuille nous demandant de reporter le mariage d'1 année pour donner à la famille le temps de s'adapter,
en échange de sa bénédiction et de son carnet de chèques. Danny a lu la page. Il l'a reposée sans prononcer un seul mot et m'a regardé. Et j'ai compris que tout ce dîner n'était qu'une mise en scène. Que la bienveillance était un costume, et ce bout de papier. Un contrat comportant ma capitulation imprimée en petits caractères au bas de la page. C'était un délicieux dîner. Ai-je dit en me levant. Garde ton papier. Je l'ai laissé plier sur sa table parfaite et je suis sorti la main dans celle de Danny. Tandis que derrière nous, je l'entendais reposer sa fourchette avec la précision d'une femme en train de recalculer ses probabilités. Le père de Danny a encaissé le plus dur de cette saison en silence, et un soir, il a mis carte sur table pour moi. Nous étions assis sur la marche arrière de Sophia, tous les deux, pendant qu'à l'intérieur, les autres riaient de quelque chose. Il avait passé 40 ans dans l'électricité et s'était bousillé le dos dans les maisons des autres. Et il savait précisément comment ma famille le considérait. Il pense qu'un homme vaut ce que ses mains ont gagné à l'heure, a-t-il dit, en faisant tourner lentement sa tasse de café entre ses doigts. Ta mère n'est pas la première à me regarder comme si j'étais du personnel. Et ce ne sera pas la dernière. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix. C'était tout le miracle de la famille de Danny. La cruauté glissait sur eux parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils valaient et n'avaient jamais eu besoin d'un CELI pour les expertiser. On n'épouse pas une famille, Stella. Quoi qu'il raconte. On épouse une seule personne. Tout le reste, ce n'est que de la météo. Puis il a tapoté mon genou avec une main qui avait gardé des milliers d'étrangers au chaud à travers 1000 hivers. Il est rentré à l'intérieur. Et je suis resté assis sur cette marche à sentir ma colonne vertébrale se redresser vertèbre après vertèbre. 2 jours plus tard, je suis retourné dans le bureau. Elle était à un essayage pour sa propre tenue. Mon père était absent. Je me suis dit que je venais rapporter le linge. Je me mentais à moi-même, et je le savais. Je suis entré quand même. Cette fois, je ne me suis pas arrêté au meuble. Je suis allé au bureau, au tiroir du bas qui restait toujours fermé à clé, et il était verrouillé. J'ai trouvé la clé exactement là où les gens qui font confiance à leur propre secret la cachent. Toujours, scotchée sous le tiroir du dessus. À l'intérieur se trouvait une liasse, des enveloppes bleu pâle, 7 ou 8 peut-être. Attachées avec un ruban grisonnant par la manipulation. Chacune d'elles était adressée à Vivien Voss. Chacune portait le tampon « Retour à l'envoyeur ». Les cachets de la poste remontaient le temps comme les cernes à l'intérieur d'un arbre, 1998, 2003, 2009, et ainsi de suite. Une lettre tous les quelques ans pendant près de 30 ans. Et chacune d'elles renvoyée sans être ouverte. Et chacune signée dans le coin par une seule initiale, R. Une enveloppe, la plus ancienne, s'était déchirée sur la couture avec l'âge. Et à l'intérieur, glissée contre une page pliée que je me suis interdit de lire, se trouvait une photographie et quelque chose de petit et dur. Un bracelet d'hôpital, le minuscule modèle en plastique qu'on attache au poignet d'un nouveau-né. Gravé dessus, un seul mot, Rachel. Je me suis agenouillé sur le parquet de mon père et j'ai enfin compris une chose solide. Porteuse de toute la charpente, quelque part dans le monde. Il y avait une personne prénommée Rachel qui avait écrit à ma mère pendant près de 30 ans. Et ma mère avait renvoyé chaque mot sans rompre le moindre sceau. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je l'ai trouvé ce soir-là dans le bureau, et j'ai posé une enveloppe sur le bureau entre nous. Le ruban gris toujours enroulé autour de mon autre main. Qui est Rachel, ai-je dit. La couleur a fui son visage de la même façon qu'au salon d'essayage, d'un seul coup, de haut en bas. Puis elle a tendu la main par-dessus le bureau et a pris l'enveloppe, lentement cette fois. Avec délibération. Elle l'a écrasée à plat sous sa paume comme si elle risquait de se lever et de s'enfuir. On ne parle pas du passé. A-t-elle dit. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Avant quoi? Maman? Avant qui?
Avant rien qui ne te concerne. Sa voix était de glace, avec quelque chose qui se fissurait sous la surface. Tu as fouillé dans mes affaires. Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu viens de perturber. Alors dis-le-moi. Elle s'est levée, a ramassé toute la liasse contre sa poitrine et s'est dirigée vers la porte. Laisse tomber, Stella. Je t'en avertis en tant que ta mère. Et elle a fermé la porte du bureau devant mon nez. La même porte que mon père avait fermée dans le jardin. La même porte qui restait verrouillée un jour par an au printemps. Me laissant planter dans le couloir avec un ruban gris à la main et plus aucune lettre à tenir. Mon père m'a trouvé là. Il avait dû entendre une partie de la scène, je crois. Il ne m'a pas demandé ce que j'avais vu, ce qui constituait en soi une forme de réponse. Il a posé sa main sur mon épaule. Le plus proche de la tendresse qu'il m'eût offert depuis des années. Ta mère a eu une vie avant nous. A-t-il dit doucement. Une vie dure. Elle s'est extraite de cette condition de ses propres mains. Laisse ce passé enterré, Stella. Pour le bien de nous tous, et surtout du sien. Tu sais ce que c'est? Ai-je dit. Tu as toujours su. J'en sais assez pour ne pas poser de questions sur le reste. Sa main est retombée de mon épaule. C'est la chose la plus bienveillante que j'ai jamais faite pour elle. Un certain amour consiste à savoir quand s'arrêter de chercher. Il y croyait. C'était le pire dans tout cela. Il avait pris cette ignorance. L'avait paré du beau manteau du dévouement et l'avait porté si longtemps qu'il ne pouvait plus la distinguer de la vérité. Il s'en est allé, et je l'ai laissé faire. Je suis resté là à penser, 2 personnes m'ont ordonné de m'arrêter. Et aucune d'elles ne m'a dit que j'avais tort. Je veux m'arrêter une seconde ici. Car si vous êtes du genre à avoir déjà partagé un dîner avec quelqu'un qui vous a fait vous sentir minuscule pour avoir aimé qui vous vouliez, cette histoire risque de vous toucher de près. Et je détesterais que vous ratiez la suite. Si cela résonne en vous, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur ce bouton j'abonnement pour que la suite puisse vous trouver. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ceci et quelle heure il est chez vous. Je les lis. Maintenant, ce nom, Rachel? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai cessé de tirer sur le fil et que le fil a commencé à tirer en retour. Danny m'a serré dans ses bras cette nuit-là pendant que je tremblais, et je lui ai tout raconté. Les dossiers sous-scellés, l'alias de lettres. Le bracelet avec le nom d'une étrangère incrusté dans le plastique. C'est peut-être mieux de ne pas savoir? A-t-il dit avec prudence. Si découvrir la vérité te coûte toute ta famille. Cela me coûte déjà ma famille, ai-je dit. Ne pas savoir? C'est simplement payer la même chose mais en plus lentement. J'ai enfoui mon visage dans son épaule. Je n'arrête pas de penser à cette photo. J'avais 7 ans. Elle tenait un bébé qui n'était pas moi. Et elle m'a regardé droit dans les yeux en disant que c'était personne. J'ai relevé la tête. Quel genre de personne fait d'un enfant quelqu'un qui n'est personne? Et voilà. La vieille peur. Celle que j'avais portée si longtemps que j'avais cessé de sentir son poids, que pour être aimé. Pour être gardé, il fallait d'abord valoir la peine d'être gardé. Et que cette valeur pouvait vous être retirée. Que les gens auxquels vous appartenez pouvaient décider, un beau matin ordinaire. Que vous n'étiez plus personne. J'avais passé toute ma vie à redouter ce simple mot. Je venais de découvrir que ma mère l'avait déjà utilisé contre quelqu'un d'autre avant moi. J'avais besoin du monde de Sophia après tout cela. De la même manière qu'on a besoin d'air après être resté trop longtemps sous l'eau. Je suis allé chez Sophia, la cuisine était pleine de vapeur. Et Danny était sous l'évier en train de réparer un siphon qui fonctionnait pourtant très bien. Car réparer des choses est la façon dont sa famille prononce les mots « je t'aime » à haute voix. Sophia a posé une assiette devant moi avant même que je ne sois complètement assise. Nous avons parlé de fleurs et de rien du tout. Pendant 1 heure, le mariage a cessé d'être autre chose qu'un mariage. 2 personnes, une pièce chaleureuse, une femme qui chantonnait seule près de sa cuisinière.
Danny a émergé de sous l'évier, les jointures tachées de graisse. A embrassé mon front en y laissant une trace noire. Et Sophia a ri avant de l'effacer avec son pouce comme si j'étais l'une des siennes à nettoyer. Pendant 1 heure, j'ai été tenu. J'avais cessé de remarquer à quel point je ressentais rarement cela jusqu'à ce que je me trouve dans un endroit où cela allait de soi. Cette heure m'a coûté cher. Car elle a rendu la suite d'autant plus tranchante par contraste. J'ai décidé de tenter ma chance moi-même auprès du tribunal. Si le dossier était sous scellé, me suis-je dit. Peut-être que la fille de la femme qui y figurait pouvait être celle qui l'ouvrirait. J'ai pris un matin de congé, me suis assise sur un banc dur. Et rempli un formulaire avec un stylo enchaîné au comptoir. L'employé a lu le document et secouait déjà la tête avant même que j'aie fini d'écrire. Dossier d'adoption et d'abandon sous scellé. A-t-elle dit. Seule une partie au dossier peut faire une requête. Le parent biologique ou l'enfant une fois adulte. Je suis la fille de la mère biologique, ai-je dit. Son autre fille. Ça compte pour quelque chose. Non. Non, ma chérie. Ça ne compte pas. Elle l'a dit gentiment, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Tu ne figures pas au dossier. 2 personnes peuvent ouvrir cette porte, et seulement 2. La mère, elle a tapoté le formulaire du doigt, ou l'enfant qu'elle a abandonné. Je suis ressorti sur le parking en comprenant enfin exactement où se trouvait la clé. Et qu'elle n'avait jamais été là où je pouvais l'atteindre. Ni dans le tiroir de ma mère, ni dans le silence de mon père. La seule personne vivante en dehors de ma mère qui pouvait déceler la vérité était l'enfant. Enfermé à l'intérieur. Une femme que je n'avais pas trouvée. Postant des lettres dans un silence vieux de près de 30 ans. Si cette histoire finissait par éclater au grand jour. Ce ne serait pas moi qui ferais sauter les verrous. Ce serait elle. Je ne savais simplement pas encore à quel point elle était déjà près de se dresser de toute sa hauteur. Ma mère, pendant ce temps, avait cessé de prendre des gants pour épargner sa cruauté aux gens que j'aimais. Danny m'a raconté que sa mère avait reçu un coup de fil. Une voix provenant du secrétariat de la famille Célie, douce et glaciale. Suggérant que Sophia se sentirait peut-être plus à l'aise en ne son paysant pas à un mariage si éloigné de son milieu. Tout en proposant fort généreusement d'expliquer son absence à tous ceux qui comptaient. Sophia avait écouté chaque mot. Remercié la femme pour sa sollicitude et déclaré qu'elle ne raterait le mariage de son unique fils. Pour le confort de personne d'autre que le sien. Puis elle avait raccroché et avait pleuré à sa propre table de cuisine où Danny l'avait surprise. Et elle lui avait fait promettre de ne rien me dire. Il me l'avait dit quand même. Il en avait assez de garder le silence sur la cruauté de ma famille pour ménager mes sentiments. Je suis resté longtemps assise avec cette pensée. Une femme qui m'avait nourri comme une fille. Poussée aux larmes dans sa propre cuisine par des gens qui la qualifiaient de simple domestique. C'est à ce moment-là que ma colère a cessé de bouillir. Elle est devenue froide, structurelle, porteuse de charge. Ce genre de froid qui maintient tout un bâtiment debout. Danny m'a trouvé près de la fenêtre après coup, sans un mot. Et il a pris ma main pour la presser à plat contre sa poitrine afin que je sente que son cœur n'était qu'un cœur. Un cœur ordinaire et bon qui valait bien plus que toute l'église en marbre à l'aune de laquelle ma famille continuait de nous mesurer. Quoi qu'elle fasse ensuite. A-t-il dit? Elle ne pourra pas racheter ça une fois dépensé. Il avait raison. Ma mère gaspillait quelque chose à chaque coup qu'elle portait. Et elle était bien trop habituée à la richesse pour s'apercevoir qu'elle était en train de faire faillite. Puis elle a ouvert un nouveau front. Si elle ne pouvait pas me plier, elle s'en prendrait à Danny, et elle a envoyé Preston pour le faire. Car Preston n'avait jamais rencontré quelqu'un qu'il ne pouvait toiser de haut. Il a donné rendez-vous à Danny pour un café, mon frère avec sa belle montre et a glissé une offre sur la table comme s'il lui faisait une faveur. Un chiffre, généreux, selon Preston. De l'argent pour que Danny s'en aille net. Pas de scène,
pas de rancœur. Une sortie discrète avant qu'il ne se couvre davantage de ridicule. Pour un homme dans votre position, c'est beaucoup d'argent, a dit Preston. Prenez-le. Personne n'a besoin de savoir qu'on s'est parlé. Danny m'a raconté chaque mot de cet échange le soir même. D'une voix calme bien que sa mâchoire ait été crispée tout du long. Je lui ai répondu que ma position était d'épouser la femme que j'aime, a-t-il dit. Et que sa famille devrait être reconnaissante que quelqu'un veuille en faire partie. Il avait renvoyé le chèque directement, mais j'avais vu ce que cela lui avait coûté d'être étiqueté. D'apprendre en dollars précis combien ma famille estimait qu'un homme bon valait. Moins que leur confort. J'ai pris son visage dans mes deux mains pour lui dire qu'il valait plus que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette église de marbre. Il a failli me croire. Et ce, failli, était la fissure qu'elle cherchait. Et ma mère excellait par-dessus tout à dénicher les fissures. Le coup suivant est venu de la chair, si l'on peut dire. J'ai reçu un appel du secrétariat paroissial de Saint-Alaric. Une administratrice affolée qui voulait vérifier si nous avions toujours besoin de la date compte tenue de l'annulation. Je n'avais rien annulé du tout. Ma mère avait téléphoné pour libérer notre réservation en douce, des semaines à l'avance. Car son nom sur le compte lui en donnait la prérogative. Plus d'église, plus de date, une centaine de petits acomptes perdus. Et la certitude soudaine de n'avoir plus où poser les pieds. Je suis resté assise dans ma voiture devant le chantier. Sentant toute la structure que j'essaie de bâtir commencer à vaciller. Elle n'avait pas réussi à me dissuader du mariage par la discussion. Elle avait simplement tenté de dérober le sol sous nos pieds. Pendant 10 minutes environ dans ce parking, j'ai réellement ignoré s'il y aurait encore un mariage. Puis j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai trouvé un nouveau terrain. Il y avait une petite église de l'autre côté de la ville, en pierre et sans prétention. Une fraction du marbre de Saint-Alaric est d'autant plus chaleureuse. Je l'ai réservée ce même après-midi à mon propre nom et avec ma propre carte bancaire. Et j'ai déplacé tout le mariage en l'espace d'une semaine, en appelant chaque fournisseur moi-même. En refusant toute offre d'aide. Quand ma mère l'a su, elle s'est montrée plus glaciale que je ne l'avais jamais sentie, non pas parce que j'avais épousé plus bas que mon rang, mais parce que j'avais fait quelque chose que les femmes Célie ne font tout simplement pas. J'avais repris le contrôle de ma propre vie sans demander la permission à personne. Tu as réduit cela à quelque chose de mesquin, a-t-elle dit. Tu nous as fait passer pour des gens qui n'ont pas le choix. Non, ai-je dit. J'en ai fait mon mariage. C'est ça que tu ne supportes pas. Et j'ai raccroché au nez de ma propre mère. Le ciel ne s'est pas effondré. Le père de Danny m'avait dit, on épouse une seule personne, tout le reste n'est que météo. Et j'avais commencé à le croire. Jusqu'à ce que ma mère trouve l'unique point de pression autour duquel je ne pouvais pas me reconstruire par mes propres moyens. L'équipe de Danny a perdu son plus gros client. Un contrat commercial. Des mois de travail régulier volatilisés en un coup de fil de 2 minutes avec un prétexte qui n'aurait pas tenu l'eau dans un seau percé. Danny n'a pas prononcé une seule fois le nom de Célie. Il n'en avait pas besoin. Une entreprise de cette taille ne lâche pas un bon électricien sur un coup de tête 2 semaines. Avant qu'il n'épouse quelqu'un dont la branche immobilière alimente la moitié des chantiers. Ma mère avait frappé là où Danny tirait une réelle fierté. Elle avait tiré sur un fil unique et tout son moi s'était disloqué entre ses mains. Il était assis à sa table de cuisine, faisant des calculs qui étaient autrefois simples. Elle veut que je sache qu'elle en est capable. A-t-il dit. Pas d'annuler le mariage. Juste de m'assurer que je continuerai à en payer le prix le reste de ma vie. Alors faisons en sorte que ça lui coûte plus cher qu'à nous, ai-je rétorqué. Mais j'avais vu ses épaules. Et je savais que celui-là avait touché une cible que les autres n'avaient pas pu atteindre. J'ai trouvé Preston. Car Preston était l'outil dont ma mère se servait lorsqu'elle voulait garder ses propres empreintes. Propre. Il était au club, évidemment,
et je ne me suis pas assise. Ce client, ai-je dit? C'est toi qui as passé le coup de fil où tu lui as filé le numéro? C'était quoi? Il a esquissé un sourire par-dessus son verre. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Mais si un type est incapable de préserver son propre carnet de commandes, c'est qu'il n'avait rien à y faire. C'est une bonne réflexion pour Stella, non? J'ai regardé mon frère. Tellement à l'aise dans son rôle de projectile qu'il en avait oublié qu'il n'était que le manche. Tu seras au mariage, Preston. Ai-je dit. Je veux que tu y sois. Je veux que tu me vois ne pas avoir besoin d'une seule chose que cette famille brandit au-dessus de ma tête. Je l'ai laissé avec son verre et son sourire en coin. Et pour la première fois de ma vie, ce sourire eut l'air de demander beaucoup plus d'efforts qu'auparavant. Ce matin-là, un SMS est arrivé d'un numéro que je ne connaissais pas. Mon cousin, celui avec la conscience qu'il n'avait pas fini de brader. C'est moi, écrivait-elle. Ne réponds pas. Elle fouille mon téléphone. Juste pour que tu saches. Certains d'entre nous viendront quand même. Certains en ont assez qu'on leur dicte qui compte et qui n'est qu'un meuble. Je serai là. Et je m'assiérai au premier rang là où elle sera obligée de me voir. Je l'ai lu 2 fois dans une roulotte de chantier avec des barres d'armature s'élevant vers le ciel. De l'autre côté de la fenêtre. Et pour la première fois depuis des semaines. J'ai ressenti le plus infime des déplacements sous mes pieds. Pas le terrain de ma mère, mais le mien. Et une autre personne choisissant à haute voix de s'y tenir. Ce n'était pas grand-chose. C'était un cheveu de lumière dans un mur très épais. Je ne savais pas encore que quelqu'un d'autre, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Quelqu'un dont le nom n'était qu'une unique initiale sur près de 30 ans d'enveloppe retournée. Avait aperçu 2 noms et une date imprimés dans un journal local. Et avait pris discrètement exactement la même décision. C'est ici que je veux vous poser une question avant de vous raconter la suite. À présent. Vous avez probablement deviné qu'il y a derrière ce personnage de Rachel bien plus qu'une simple inconnue munie d'un bracelet d'hôpital. Vous avez même sans doute deviné en partie ce qu'elle représente pour cette famille. Alors, dites-moi dans les commentaires, qui pensez-vous que Rachel est réellement? Et que va-t-elle faire lorsqu'elle découvrira l'existence de ce mariage? Gardez votre hypothèse. Écrivez-la maintenant, car je vous le promets, quoi que vous imaginiez. La façon dont cela s'est réellement produit à l'intérieur de cette église fut bien pire et plus étrange que tout ce que l'un d'entre nous aurait pu anticiper. Laissez-moi vous y emmener. J'ai trouvé Rachel de la même manière qu'on trouve n'importe qui aujourd'hui. Je tournais autour du nom depuis des semaines. Et un soir, j'ai cessé de tourner en rond pour le taper en clair, Rachel Voss, le comptait. Le mot « registre » et un registre de retrouvailles est apparu. L'un de ces sites discrets où les personnes séparées durant l'enfance viennent laisser une lumière allumée dans une fenêtre. Il y avait un message, vieux de plusieurs années, toujours en ligne, recherche mère biologique. Initial V, enfant confié en adoption en 1990. Toute information bienvenue. Je l'ai lu 4 fois. 1990, mes parents s'étaient mariés en 1993. Un enfant confié en 1990 par une femme dont les initiales étaient celles de ma mère avant qu'elle ne devienne une Célie. Je ne pouvais pas prouver que c'était elle. Voss n'est pas un nom rare. Les initiales ne sont pas des empreintes digitales. Mais le bracelet portait la mention « Rachel » et les lettres étaient signées « R ». Et les dossiers étaient sous-scellés, et ma mère s'enfermait dans une pièce un jour par an. Et j'avais construit assez de structures pour savoir quand toutes les charges pointaient vers là. Même poutre. Je suis resté assise dans le noir, la lueur de cet écran sur mon visage. Comprenant enfin l'essentiel. Ma mère n'était pas seulement issue de rien. Elle s'était efforcée de ne devenir personne par choix. Elle avait abandonné une fille pour devenir une Célie. Il y avait un bouton sur le site « Contacter l'auteur de l'annonce ». Mon curseur est resté immobile dessus un long moment.
Si je cliquais, je ne pourrais plus effacer ce geste. Je tendrais la main dans cette pièce close pour en extirper une étrangère et la jeter en pâtura. Une famille qui dévorait les étrangers tout crus pour se divertir. Je pensais à Rachel, qui qu'elle soit. Postant une lettre dans le silence tous les quelques ans pendant près de 30 ans et voyant chacune d'elles revenir avec un tampon. Je pensais à ce que cela lui ferait d'être retrouvée par le mauvais Célie au mauvais moment et d'être instrumentalisée dans un combat qui n'avait jamais été le sien. Mon doigt planait. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Pas ce soir. Pas comme ça. Je n'allais pas faire exploser une personne pour gagner une dispute avec ma mère. Quoi qu'il arrive ensuite. Cela ne viendrait pas du fait que j'aurais cliqué sur un bouton dans le noir. Je ne savais pas encore que j'avais déjà tout mis en branle sans toucher à la moindre touche. Cette nuit-là, Dany et moi avons mis à plat les chiffres réels et les chiffres du mariage. Ceux qui avaient grimpé chaque fois que ma mère avait saboté un prestataire, m'obligeant à les remplacer à la dernière minute. Les acomptes perdus, les prix de l'urgence. Un budget que j'avais voulu modeste, désormais gonflé par le coût entier de son ingérence. Dany m'a regardé faire les totaux et a dit doucement, on pourrait juste aller à la mairie. Toi et moi. On zappe tout ça. Elle garde la pièce, nous on garde le mariage. Et pendant une honnête seconde, j'en ai eu envie. J'avais envie de lui laisser cette église vide et de partir avec mon homme vers une vie ordinaire. Qu'elle ne pourrait pas atteindre. C'était l'hésitation. Cette petite voix perfide qui murmure que la capitulation coûte moins cher et qui n'a pas tort sur le prix, seulement sur ce qu'on achète réellement avec. Je l'ai laissé finir de parler. Puis j'ai fermé le carnet. Non. Ai-je dit. Elle n'aura pas l'église non plus. Il est des terrains qu'on défend précisément parce que les tenir est tout l'objet de la lutte. Dany m'a fixé un long moment. Puis il a hoché la tête. Et quelque chose en lui que ma famille avait passé des mois à courber s'est redressé d'un bloc. Ma mère flaire le travail de sape. Elle l'a toujours fait. Elle m'a convoqué une dernière fois avant le mariage dans le bureau, bien sûr. Et cette fois elle ne tremblait pas. Elle avait dépassé la peur pour entrer dans quelque chose de plus dur et de plus silencieux. Tu as posé des questions, a-t-elle dit. Dans les registres en ville. Sur des noms morts depuis longtemps. Les noms ne meurent pas. Maman. Les gens arrêtent simplement de les prononcer à haute voix. Écoute-moi très attentivement. Elle a joint ses mains sur le bureau. Si tu épouses cet homme, tu es excommunié. Pas d'héritage, pas de fiducie, pas de nom. Et je veillerai personnellement à ce qu'aucune personne quiconque n'assiste à la cérémonie. Je viderai cette petite église de tous ceux dont la vie a du poids pour ne te laisser que le personnel et tes regrets. Elle a esquissé un sourire, fin comme du fil de fer. Tu auras ton mariage. Tu n'auras rien d'autre. Tu brûlerais mon mariage pour protéger un secret que tu refuses même de prononcer à haute voix? Je brûlerais bien plus que cela. A-t-elle dit? Pour protéger cette famille d'elle-même. Et je l'ai cru. C'était le propre de ma mère, elle ne bluffait jamais. Elle avait déjà sacrifié une fille pour ce nom. Je commençais à comprendre qu'elle était prête à en sacrifier deux. Alors j'ai cessé de lui demander quoi que ce soit. J'ai décidé d'épouser Dany avec ou sans elle, avec les gens qui comptaient ou sans eux. Et j'ai fait la plus banale des choses que fait une mariée, j'ai posté les invitations moi-même. Ma propre main sur chaque enveloppe. Et parce que nous étions des Célie et qu'un mariage Célie faisait l'actualité. L'annonce parut dans le journal local comme elle l'avait fait pendant 4 générations. Nos deux noms, la petite église de Pierre, la date en juillet. Je n'y ai pas repensé à 2 fois. C'était la tradition. Et la tradition était le seul privilège des Célie que je m'autorisais encore à conserver. Je ignorais qu'une simple ligne imprimée dans un journal local est exactement le genre de lumière
qu'une personne laisse allumer en espérant qu'un message laissé sur un registre trouve enfin écho. J'avais passé des semaines à décider de ne pas tendre la main vers Rachel. Et puis j'avais fait paraître nos noms dans le journal. Tendant la main vers elle sans même savoir que je l'avais ouverte. Le soir où les invitations furent postées, j'ai failli tout gâcher avec un seul appel. J'avais le numéro de ma mère affiché à l'écran à minuit, mon pouce planant au-dessus de son nom. Tout un discours près que je m'ennuyais d'elle. Que j'accepterais le mariage minuscule et le grand silence si elle daignait venir. S'asseoir au premier rang sans prononcer de cruauté pour une fois dans sa vie. C'est ce dont personne ne vous prévient lorsqu'on coupe les ponts avec quelqu'un qui vous a blessé. Ce n'est pas la colère qui est lourde à porter. C'est cet amour qui refuse de mourir selon le calendrier. Cette part de vous qui reste une enfant de 7 ans voulant que sa mère la choisisse plutôt que la photographie serrée dans sa main. Je suis restée assise là un long moment avec son nom brillant dans l'obscurité. Puis j'ai pensé à cette femme que je n'avais jamais rencontrée et aux lettres qu'elle avait postées. Dans ce même silence, une tous les quelques ans pendant près de 30 ans. Chacune d'elles étant une version de l'appel que j'étais sur le point de passer. Chacune renvoyée avec son tampon. J'ai posé mon téléphone face contre table. Ma mère ne répondait pas à ce genre d'appel. Elle ne l'avait jamais fait. Elle m'avait appris le prix qu'il y avait à tendre la main vers elle en l'apprenant à une fille. Avant moi. Et j'avais fini de le payer dans le noir là où personne ne pouvait voir. J'ai éteint la lumière. Le matin venu, je me suis sentie plus légère. De la même façon qu'on se sent après avoir enfin cessé de frapper à une porte murée des années avant. Votre naissance. Ma mère est venue sur mon chantier une fois, et une seule. Car c'était le seul endroit au monde où elle ne pouvait pas régner sur l'assemblée. Elle est arrivée dans sa robe en soie grise. Ses talons s'enfonçant dans le gravier au pied d'un pont en construction. Et elle a demandé au contremaître de voir l'ingénieur comme si elle possédait le contrat. Mon équipe s'est tue. C'étaient des gens qui m'avaient vu gagner mon casque de chantier sous la pluie, et ma mère. Devant chacun d'eux, a abattu sa dernière carte. C'est ta dernière chance d'être raisonnable. A-t-elle lancé assez fort pour que les hommes l'entendent? Marie-le. Et tu ne seras plus personne. Pas de fiducie? Pas de nom. Tu passeras le reste de ta vie sur du gravier comme celui-ci, avec des gens comme ça. Elle a prononcé, des gens comme ça, en regardant droit mes ouvriers. Ces hommes qui portaient le monde pour que le sien reste immaculé. J'ai posé mon presse-papier. Ces gens, ai-je dit, ont construit plus de choses solides avant 9 heures du matin que toute notre famille en 3 générations. Je l'ai raccompagné jusqu'à sa voiture devant tout le monde, sans me presser. La main posée légèrement sur son coude de la même façon qu'on guide quelqu'un qui a perdu l'équilibre. Tu n'as pas à faire ton numéro à l'endroit que j'ai bâti sans toi. Ai-je dit près de la portière. Rentre chez toi. Maman. Tu es en train de t'enfoncer dans du béton frais. Elle a baissé les yeux. C'était le cas. Ses escarpins de prix s'étaient enfoncés jusqu'à la semelle dans une coulée fraîche. Et elle a dû en sortir pieds nus pour repartir, s'enfuyant dans sa grosse berline en chaussettes tandis que ses souliers continuaient de prendre dans la chape. Mon équipe, à leur décharge, a attendu qu'elle soit partie pour éclater de rire. Je n'ai pas ri. Je suis resté planté au-dessus des 2 empreintes en forme de chaussures qui durcissaient dans le ciment, comprenant qu'elle ne s'arrêterait jamais. Elle s'enliserait jusqu'aux chevilles devant tout mon chantier plutôt que de me laisser conserver une seule chose sur laquelle elle ne pouvait pas apposer sa signature. Une femme comme celle-là n'abandonne jamais un combat. Elle le déplace simplement là où elle peut encore gagner. Et il restait exactement une scène où ma mère n'avait jamais perdu le contrôle d'une pièce. Une église pleine à craquer des gens dont elle avait passé sa vie à acheter la bonne opinion. Mon père est venu me voir la veille de la répétition, seul. Et ce fut ce qu'il y eut de plus proche d'un être entier devant moi. Il avait un peu bu. Il s'est assis en face de moi en faisant tourner son verre entre ses doigts. Ta mère a laissé quelqu'un derrière elle, a-t-il dit en fixant le verre,
pas moi. Avant toi. Pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Je le sais depuis longtemps. Je ne lui ai jamais demandé l'ampleur de cette cassure. J'ai décidé que ce nom valait de ne pas poser de questions. Il a levé les yeux vers moi. Ne m'oblige pas à la prendre maintenant, Stella. Je t'en prie. Tout ce que tu as trouvé. Laisse-le dans la pièce où elle l'entretient. Elle va voler en éclats. Pendant un instant, j'ai eu pitié de lui. Mon père, choisissant la tendresse même dans l'erreur la plus totale. Tu aurais pu l'aider à porter ce fardeau. Ai-je dit? Au lieu de l'aider à le cacher. Le cacher? C'était ma façon de l'aider à le porter. A-t-il répliqué. Et c'était toute la tragédie de mon père en une seule phrase. Il n'était pas cruel. Il était complice, ce qui, dans une maison comme la nôtre, revient exactement au même. En plus feutré. Il m'a supplié une fois de plus de laisser courir. Je ne lui ai rien promis. Il savait que je ne le ferais pas. Il a fini son verre et est monté se coucher à l'étage aux côtés d'une épouse dont il avait accepté. Pendant 30 ans de tout ignorer. 3 jours avant le mariage, j'ai vu ma mère brûler une lettre. J'étais passé déposer les plans de table et je l'avais surprise près de l'évier de la cuisine avec une enveloppe bleu pâle entre les mains, celle-ci différente. Dotée d'un avis de réception vert agrafé sur le devant, une signature exigée et obtenue. Elle avait dû signer pour celle-ci. Elle ne pouvait pas la renvoyer, alors elle la brûlait à la place. La maintenant au-dessus de l'évier tandis que la flamme dévorait le papier couleur œuf de merle. Réduisant en cendres qu'elle ne pouvait plus utiliser ce retour à l'envoyeur. Elle m'a vu sur le seuil et n'a pas bougé jusqu'à ce que tout disparaisse. Ce n'est rien. A-t-elle dit en laissant couler l'eau du robinet sur les cendres. Mais je savais ce que c'était. Rachel avait découvert l'annonce. Elle postait des lettres dans cette même maison depuis des années. Elle connaissait donc déjà le nom que sa mère avait épousé. Bien que personne ne le lui eût jamais servi sur un plateau. Rachel avait envoyé une de plus, rendant celle-ci impossible à refuser. Et ma mère avait signé pour les mots de sa propre fille avant d'y mettre le feu plutôt que d'en lire. Une seule ligne. Ma mère croyait avoir tout enterré à nouveau. Elle se tenait près de cet évier, si sûre d'elle. Elle ignorait totalement que la chose qu'elle incinérait venait de lire le journal. Connaissait déjà la date, connaissait déjà le nom de l'église. Elle croyait avoir gagné. Elle croyait toujours avoir gagné. Jusqu'à l'instant précis où ce ne fut plus le cas. La répétition fut brève et étrange. Ma mère refusa carrément de venir. Un message transmis par l'intermédiaire de Preston indiquait qu'elle ne prêterait pas sa présence à. Une erreur. Preston vint à sa place. Passant toute l'heure à réorganiser les cartons de place quand il croyait que personne ne le regardait. Semant le chaos dans la disposition comme s'il s'agissait d'un service qu'il était fier d'offrir. Gratuitement. Sophia m'a trouvé dans un banc après le départ des autres et a pris mes 2 mains dans les siennes. Tu n'as pas besoin de sa bénédiction pour être béni, a-t-elle dit. Tu as la mienne. Tu as la sienne. C'est ça, un mariage. Je m'y suis accroché. J'en avais besoin, car cette nuit-là, la solitude et le doute vinrent me traquer dans le noir. De la même façon qu'ils attendent toujours que l'on se retrouve seul pour frapper. J'étais étendu là, me posant cette question abominable entre toutes, est-ce que j'épouse Danny? Ou est-ce que j'épouse le combat? Est-ce que l'amour valait réellement toute la famille qu'il allait me coûter, la mère, le père? Le nom, le seul monde que j'avais jamais connu? J'avais affirmé que je préférais les perdre plutôt que de le perdre lui. Étendu là, à quelques heures du point de non-retour. Il me fallait découvrir si je l'avais pensé ou si j'aimais simplement la résonance de ses mots dans ma propre bouche. Ma mère a porté son coup le plus cruel cette même nuit. Et elle l'a joué sur les 2 fronts à la fois, car elle restait, quoi qu'on en dise, une fine tacticienne. Elle a d'abord contacté Danny.
Elle l'a intercepté alors qu'il quittait la maison de sa mère. Se montrant pleine de douceur, ce qui m'indiqua par la suite que tout cela n'était qu'un mensonge. Elle lui confia avec tristesse que j'avais des doutes, que je m'étais confié à elle. Et que je finirais par lui en vouloir pour toute la famille que je sacrifiais. Et que la chose noble, aimante et véritablement altruiste à faire serait de me laisser partir avant que je n'apprenne à le détester pour être resté. Puis elle m'a appelé, me dressant un portrait de lui totalement inverse. Que s'était-on renseigné sur l'équipe de Danny, qu'ils étaient submergés de dettes. Qu'il avait choisi une scellée de la même manière qu'un noyé choisit une planche de salut. Et que ma dot, mon nom et ma fiducie constituaient les véritables anneaux à mon doigt. Elle avait une réponse prête pour chaque objection. Elle l'avait répétée. Elle nous avait isolés l'un et l'autre pendant la même heure avec nos pires terreurs respectives. Qu'il fût un fardeau, que je fusse une proie. Et pendant quelques heures, dans des pièces séparées. Nous avons chacun cru à ces mensonges un tout petit peu. C'était le fond du gouffre. Je me suis assise sur le carrelage de ma salle de bain à minuit. Ma robe de mariée accrochée à la porte derrière moi tel un fantôme, et pour la première fois. Je me suis dit honnêtement, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je devrais tout annuler. C'était le plancher. Elle l'avait bâti sous moi avec tant de soin, planche après planche au fil de ces 8 mois. Que j'étais presque prête à y poser le pied comme s'il s'agissait de la terre ferme. Danny n'avait pas dormi non plus. J'ai su plus tard qu'il était resté assis dans son pick-up devant la maison de sa mère jusqu'à 2 heures du matin. Retournant les paroles de ma mère dans sa tête, le poison faisant son œuvre lente et patiente. Et puis, vers 2 heures, il a fait l'unique chose qui nous a sauvés tous les deux. Il a conduit jusque chez moi. Il a frappé à ma porte au milieu de la nuit, mal rasée, anéantie, et quand je l'ai ouverte. Il n'a pas commencé par des mots d'amour. Il a commencé par la vérité. Ta mère est venue me voir ce soir, a-t-il dit. Elle m'a dit que tu avais des doutes. Et j'ai failli la croire. Il a dégluti difficilement. Alors j'ai besoin que tu me dises maintenant. En me regardant en face, pas ce que tu es censé dire, mais la vérité, est-ce que tu le veux? Ce mariage? Et là, sur le pas de la porte à 2 heures du matin, épuisé, dépouillé de toute mise en scène. J'ai réalisé que je n'avais pas à chercher ma réponse. Elle était déjà là, gisant sous toute la peur qu'elle avait entassée par-dessus. Oui. Ai-je dit. Je te veux. Je n'ai pas cessé de te vouloir une seule seconde. Elle s'est immiscée ses dents. Ton esprit. Elle est douée pour ça. Elle a appris dans un endroit très sombre. Je l'ai tiré à l'intérieur par le PAN de sa chemise. Ne l'écoute pas, écoute-moi. Épouse-moi demain. Il m'a serré dans le couloir, nous avons respiré. Et le plancher qu'elle avait construit sous moi s'est dissous. Le matin s'est levé, d'abord gris puis doré, et c'était le jour de mon mariage. Je me suis habillé dans une pièce pleine de femmes qui m'aimaient, Nora épinglant mes cheveux. Sophia défroissant le dernier pli rebelle de l'ourlet. Et lorsque l'heure fut venue, elles m'apportèrent le voile de ma grand-mère. Le voile des Célie. 4 générations de mariés sous la même dentelle jaunie. Ma mère avait insisté pour l'avoir à l'époque où elle croyait encore qu'elle se tiendrait à mes côtés en dessous. Je les ai laissés le fixer dans mes cheveux et je me suis observé dans la glace. Le voile était magnifique. C'était aussi le costume d'une importance empruntée. Une dentelle qui murmurait sans cesse, cette famille, ce nom, ce poids. En le regardant, j'ai compris exactement ce que c'était. Le drapeau d'une famille qui mesurait la valeur d'un être humain à l'aune de sa lignée. J'ai failli l'ôter. Puis j'ai décidé de le porter. Mais selon mes propres conditions, non pas en tant que Célie réclamant sa place légitime. Mais en tant que femme sur le point de découvrir ce sur quoi ce nom avait réellement été bâti. Je l'ai abaissé sur mon propre visage de ma propre main. Très bien. Ai-je dit au reflet. D'une voix calme et ferme. Allons nous marier. L'église s'est remplie.
200 personnes et, à ma grande surprise, la plupart des proches de ma mère avaient fait le déplacement malgré tout. Curiosité peut-être, ou douce dissidence envers elle. Ou simplement l'attraction gravitationnelle inévitable d'un mariage céli. La petite église de pierre ne paraissait plus si petite avec tout ce monde tassé à l'intérieur. Danny attendait à l'avant dans un costume qui lui allait comme s'il était né dedans. Et son père dos brisé et tout le reste se tenait à ses côtés en témoin. Assez fier pour en faire éclater ses coutures. Sophia pleurait avant même que quoi que ce soit n'ait commencé. Et puis, avec une précision chronométrique, ma mère fit son entrée. Elle s'avança au bras de mon père vêtu de sa soie grise. Plus calme que je ne l'avais vue depuis des mois. Elle prit place au premier rang comme si elle n'avait jamais menacé de vider la pièce de tous ses occupants, joignit ses mains sur ses genoux et parut presque sereine. Je comprends à présent. Elle croyait avoir gagné. Elle pensait avoir enterré Rachel une troisième fois dans l'évier de la cuisine 3 jours plus tôt. Elle pensait que le pire qu'elle pût m'infliger était d'épouser un travailleur. Et elle pouvait survivre à cela, le gérer. Le transformer en une anecdote qu'elle raconterait pendant des années. Elle n'avait jamais été aussi certaine du sol sous ses pas de toute sa vie. Et elle n'avait jamais été aussi aveuglée par ce qui s'apprêtait à franchir la porte derrière elle. J'ai failli ne pas voir cette femme entrer. Elle s'est glissée par la porte latérale tandis que jouait le prélude d'une femme d'une trentaine d'années vêtue d'un simple manteau gris qui ne s'accordait avec rien dans la pièce. Et elle a pris place sur un siège d'allée, 3 rangs plus loin, du côté de ma famille. Joignant ses mains comme tout le monde. Je l'ai enregistrée comme on enregistre n'importe quel inconnu à un mariage, une amie de quelqu'un. Un invité surprise. Je me suis retourné vers Danny. J'avais un mariage à célébrer. Je ne l'ai pas regardé une seconde fois. Si je l'avais fait, j'aurais peut-être saisi le détail qui trahissait tout. La courbe de la mâchoire de ma mère sur un visage plus doux. La même inclinaison ferme dans la façon de redresser les épaules. Je ne l'ai pas vue, mais elle avait traversé toute une vie pour s'asseoir sur ce banc. Et elle n'allait pas garder le silence face à ce qui s'apprêtait à être prononcé au-dessus de ma tête. La cérémonie a commencé. Le pasteur a accueilli l'assemblée de sa voix chaleureuse et enveloppante. Danny a accroché mes yeux à travers la dentelle et les a gardés fixés sur les miens. Et pendant quelques minutes, toute cette année empoisonnée s'est évanouie. Ne laissant que nous deux en train d'accomplir le plus vieux et le plus simple des gestes. Se promettre l'un à l'autre. Sa main était chaude, la mienne inébranlable. Nous sommes arrivés au vœu. Le pasteur nous a demandé de nous faire face, ce que nous fîmes. Et il a entamé les paroles rituelles pendant que j'ouvrais la bouche pour promettre à cet homme tout. Ce que j'avais en moi. L'église était d'un silence tel qu'on pouvait entendre le froissement de la dentelle contre mon épaule. C'était le moment le plus heureux que j'avais connu en 8 mois. Cela dura exactement jusqu'à ce que ma mère se lève. Elle s'est dressée du premier rang, vêtue de sa soie grise, sans la moindre hâte. Et le mot est sorti d'elle. Net et assez puissant pour atteindre le mur du fond d'une église en pierre, stop. L'orgue s'est éteint au milieu d'une note. Elle se marie en dessous de sa condition. Et je me retrouvais replongé dans l'instant par lequel j'avais commencé. À cette différence près que je connaissais à présent chaque pierre du chemin qui y avait conduit. 200 têtes se tournèrent d'un seul bloc. La poignée de main de Danny écrasa la mienne. Mon père se jeta sur le bras de ma mère qu'elle arracha d'un geste sec pour se camper dans l'allée. De cette église qu'elle avait payée, et elle n'avait pas fini. Et je me tenais à l'autel sous le voile de ma grand-mère sans un clignement de paupières. Elle s'est tournée vers l'assemblée comme si tout cela lui appartenait, car dans son esprit. Cela avait toujours été le cas. Vous êtes tous venus ici pour voir ma fille se gâcher la vie, a-t-elle proclamé. Et sa voix était claire et terrible. Alors contemplez. Ses proches sont des artisans. Des électriciens. Le personnel, franchement, habillé pour un seul jour. Une onde de choc parcourut les bancs. Le visage de Sophia devint livide.
Le père de Danny posa une main sur l'épaule de son fils pour le retenir sur son siège. Cette robe est de l'argent gaspillé. Reprit ma mère en me désignant du doigt comme s'il s'agissait d'une pièce de musée derrière une vitre. Toute cette mascarade est une faute de jugement que j'ai bien l'intention de voir corriger. Elle souriait en le prononçant. En plein visage, à l'hôtel qu'elle avait financé. Devant chaque personne qu'elle avait conviée à me voir briser pour me faire paraître minuscule. Et elle y prenait du plaisir. Mon père restait figé derrière elle, gris comme de la cendre. Preston s'affalait sur le deuxième rang avec l'esquisse d'un sourire narquois. S'installant pour savourer le spectacle. Et je ne dis rien. Je la laissais dépenser chaque mot dont elle disposait. Car j'avais appris d'elle que la personne qui conserve sa voix à l'hôtel est celle qui repart propriétaire de la pièce. J'ai donc gardé mes yeux fixés sur elle avec calme. Laissant 200 personnes contempler une mère s'acharnant à humilier sa propre fille le jour de son mariage. Puis la femme assise 3 rangs plus loin s'est levée. Elle ne m'a pas regardé. Elle a tourné le dos à l'hôtel et à moi pour faire face à mes parents au premier rang. Et elle a parlé d'une voix qui portait sans jamais s'élever, la voix de quelqu'un qui a attendu très longtemps pour dire une chose et qui a décidé qu'aujourd'hui était enfin le bon jour. Tu ne te rappelles pas de moi, Vivien, a-t-elle dit. Mais je me souviens de chaque lettre que tu as renvoyée. Ma mère, qui n'avait jamais perdu le contrôle d'une pièce de sa vie, est devenue blanche à s'en faire blêmir les lèvres. La couleur quitta son visage de la même façon que la lumière déserte un mur lorsqu'on abat l'interrupteur, et sa main jaillit pour s'agripper au banc afin de trouver l'équilibre. Je ne te connais pas, a-t-elle répliqué. Mais l'assurance avait déserté sa voix, et toute l'assemblée l'entendit. La femme a fait un pas dans l'allée. Tu m'as connu pendant 2 ans. Tu m'as tenu dans tes bras. Puis tu as décidé que je ne cadrais pas avec la vie que tu voulais mener. Elle laissa peser ce silence. Je t'écris depuis l'âge de 10 ans. Des enveloppes bleu pâle. Tu vois desquelles je parle. Tu n'en as jamais ouvert une seule. Tu les as toutes renvoyées avec un tampon. J'observais le visage de ma mère, et sous la terreur, j'y vis enfin la reconnaissance. Elle la connaissait. Elle l'avait reconnue dès l'instant où elle s'était levée de son banc. Elle redoutait ce visage exact depuis 36 ans. La femme plongea la main dans la poche de son manteau gris et en retira 2 objets qu'elle brandit. Non pas à mon attention, non pas pour l'assemblée, mais à l'adresse de ma mère. Telles des pièces à conviction lors d'un procès dont le verdict était déjà écrit. L'un était un document plié, jauni par le temps, officiel. Un cachet rouge bavait à l'arrière. Mon dossier de maternité, a-t-elle dit. Service obstétrique, 1988. Nom de la mère, Vivien Voss. Elle le posa sur le rebord du banc. Puis elle ouvrit son autre main. Dans sa paume reposait un petit bracelet d'hôpital en plastique, le modèle pour nouveau-né. Et même depuis l'hôtel, je pouvais lire l'unique mot gravé dessus. Car j'en avais aperçu une photographie autrefois, gisant sur le sol d'un bureau verrouillé, Rachel. Tu as conservé un voile pendant 4 générations, lança Rachel à ma mère. D'une voix aussi sèche qu'une porte qui se ferme. J'ai gardé ceci. C'est la seule chose que tu m'as jamais laissée. La pièce tout entière poussa un souffle. Puis 200 personnes expirèrent le même choc au même instant. Et le sourire de Preston, je guettais sa réaction, le sourire de Preston s'effaça de son visage. Pour ne plus jamais y revenir. Rachel pivota à demi pour que toute l'assemblée puisse voir son profil, et c'était celui de ma mère. Adouci par une existence plus rude. Et il ne restait plus aucune place au doute quant à l'identité de sa mère. Puis elle prononça la phrase qui renversa tout l'édifice de ces 8 derniers mois. Tu veux qu'on parle de qui se marie en dessous de sa condition? A dit Rachel en fixant ma mère. Rien que ma mère. Alors parlons-en. Tu as eu un mari qui réparait des voitures. Tu as eu un bébé. Et tu as abandonné ton propre sang.
Tu m'as confié à des étrangers pour pouvoir épouser ce nom. Elle laissa résonner le mot comme un glas sur le marbre. Tu ne t'es élevé au-dessus de rien, Vivien. Tu m'as piétiné pour arriver là. Elle fit un pas de plus. Alors ne viens plus jamais, au grand jamais. Te planter dans une église pour dire à ta fille qu'elle se marie en dessous de cette famille. L'accusation que ma mère avait lancée contre moi venait de retomber sur sa propre poitrine. Centuple, devant chaque personne dont elle avait passé sa vie à acheter l'estime. Et ma mère craqua non pas en larmes, mais en fureur. Tu n'as aucun droit. A-t-elle sifflé. Tu étais une erreur. J'ai réparé ça. Puis elle entendit ses propres mots résonner dans l'église silencieuse. Comprit que 200 personnes venaient de les entendre, et porta une main à sa bouche. Bien trop tardivement. Elle avait cherché un déni et venait d'agripper sa propre confession par le poignet. Elle pivota vers mon père, Gérald. Fais quelque chose. Mais mon père ne la regardait pas. Mon père ne s'était pas contenté de s'asseoir, il s'était affaissé. Effondré dans le premier banc comme un édifice perdant soudain sa colonne portante. Son visage enfoui dans ses mains. Car sa part de complicité était désormais étalée au grand jour elle aussi. 30 ans à choisir de ne pas poser de questions, à qualifier son propre silence d'amour. Et voilà qu'au milieu de tous ceux qui comptaient pour lui se dressait ce qu'il avait accepté. D'ignorer, dans un manteau gris, brandissant le bracelet d'un bébé à la lumière. Il ne prit pas la défense de ma mère. Il ne le pouvait pas. La défendre à présent revenait à admettre qu'il avait toujours su l'essentiel de la vérité. Alors il resta replié dans son banc. Vieil homme ayant troqué l'existence d'une fille contre le confort d'un beau nom. Et ce nom se tenait à présent dans une église de pierre. Laissant 200 personnes découvrir précisément ce sur quoi il reposait. Il leva une fois les yeux vers moi, et je le vis comprendre que je savais, que j'avais laissé faire. Et que je l'avais voulu ainsi. Il n'eut pas droit à la rédemption. Il n'eut droit qu'à la lucidité. Parfois, c'est la pire des deux issues. À présent. Voici le moment où vous vous attendez probablement à ce que je décrive comment je l'ai fait plier. Comment j'ai saisi l'arme qu'elle avait brandie pour la transpercer devant tout le monde. Je ne l'ai pas fait. Je tiens à ce que vous le compreniez, car c'est tout le sens de cette histoire. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas triomphé. Je n'ai pas adressé un seul mot à ma mère. Elle avait utilisé la honte en public comme une arme. Et la seule réponse à la honte n'est pas davantage de honte. La seule réponse, c'est la vérité. Et la vérité venait d'être proclamée à haute voix par la seule personne au monde qui en avait gagné. Le droit. Je me suis avancé hors de l'hôtel. 200 personnes m'ont observé ramasser la dentelle de ma grand-mère d'une main pour marcher. Sans hâte le long des 2 marches peu profondes et remonter l'allée. J'ai passé mon père affaissé, j'ai passé ma mère qui prononça mon nom une fois, Stella. Tel un ordre, comme si elle croyait encore que je lui obéissais. Je l'ai dépassé sans tourner la tête et je me suis arrêté devant la femme au manteau gris simple. Ma sœur, que je n'avais jamais rencontrée et que j'avais pourtant cherché toute ma vie. Et j'ai tendu la main. Rachel l'a fixée. Puis elle m'a regardé, vraiment regardé, et quelque chose s'est brisé net sur son visage. Toute une vie de l'être renvoyé s'effondrait d'un coup. Elle a pris ma main. Sa poigne était ferme, celle d'une femme qui travaille de ses mains. Qui consulte des dossiers de soins palliatifs. Qui a veillé des inconnus mourants parce que personne n'était jamais resté auprès d'elle. Je suis désolé que personne ne soit venu te chercher, ai-je murmuré, doucement. Juste pour nous deux. Je suis là maintenant. Elle a poussé un soupir qui n'était pas tout à fait un mot. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère grimper vers l'hystérie. Affirmer à l'assemblée que tout n'était que mensonge. Tandis que les bancs commençaient à grincer et à s'agiter, les gens cherchant leurs manteaux. Toute la mascarade théâtrale du nom des Célis s'effondrait en temps réel. Je ne me suis pas retourné pour regarder. Je n'avais plus besoin de voir son visage pour savoir ce qui y était inscrit.
J'ai serré la main de ma sœur au fond d'une église de pierre et j'ai laissé ma mère perdre la seule assemblée qu'elle n'avait jamais réussi à dominer. Puis j'ai fait ce qu'elle n'avait jamais anticipé. Je ne suis pas parti. Je n'ai pas permis qu'elle gâche notre mariage. Je me suis retourné, la main de Rachel toujours dans la mienne. Et nous avons remonté l'allée ensemble pour regagner l'hôtel. Pour retrouver Danny qui me regardait avec des larmes plein les yeux et le plus vaste et le plus inébranlable amour que j'ai jamais vu sur un visage humain. J'ai installé Rachel au premier rang, à la place exacte que ma mère avait vidée en se dressant de son banc. J'ai repris les mains de Danny. J'ai regardé le pasteur et j'ai prononcé d'une voix qui porta jusqu'au mur du fond. Car j'avais appris cela de la meilleure d'entre elles. S'il vous plaît, finissez la cérémonie. Il jeta un rapide coup d'œil au chaos dans les travées. Puis il sourit et s'exécuta. Nous avons échangé nos vœux par-dessus le bruit de ma mère ramassant son humiliation et son mari, pour s'enfuir par la sortie latérale de la soie grise et toute une vie d'importance empruntée, quittant une pièce qui venait enfin de la voir telle qu'elle était. Elle a pu garder le nom. C'était la seule chose qui lui restait. Elle a perdu ses 2 filles dans la même heure, devant chaque personne qu'elle avait tenté d'impressionner au moyen du mensonge originel. Se marier en dessous de sa condition, s'est-il avéré, signifiait bel et bien quelque chose. Cela signifiait elle. Puis Danny m'a embrassé. Et les gens qui nous aimaient pour de vrai, Sophia en sanglots, Nora acclamant. Le père de Danny applaudissant le dos redressé ont produit assez de joie pure pour emplir l'église. De pierre jusqu'aux charpentes. Et ma sœur se tenait au premier rang pour me voir obtenir exactement ce que notre mère nous avait sacrifié toutes les deux pour essayer de posséder. Quelques semaines ont passé depuis, et je tiens à vous raconter où tout cela a atterri. Car le tumulte n'est jamais la vérité. La vérité est toujours silencieuse. Je ne parle pas à ma mère. Non par esprit de revanche, je crois en avoir fini avec ce sentiment, pour l'essentiel. Mais parce que certaines portes méritent vraiment d'être fermées. Et c'est elle-même qui me l'a enseigné. Elle a simplement commis l'erreur de désigner une autre porte que celle que j'ai fini par claquer. Elle n'a envoyé aucune excuse. Elle ne saurait pas par où commencer. Elle est toujours dans la grande maison avec mon père, le nom et le voile. Et j'imagine que chaque année, au printemps, elle s'enferme encore dans ce bureau seulement maintenant. Tout le monde dans la famille sait précisément ce qu'elle pleure derrière cette porte. Et le simple fait de le savoir constitue une forme d'exil. Mon père a appelé une fois. Il a dit qu'il était désolé. Et je crois qu'il le pensait autant qu'il est capable de penser quoi que ce soit. Je lui ai répondu que je lui parlerais, mais ni d'elle, ni dans cette maison. Et seulement lorsqu'il serait capable de prononcer le nom de ma mère et celui de Rachel dans la même phrase. Il n'a pas rappelé. Je maintiens la limite de toute façon. Les frontières qu'on est obligé de défendre seules n'en valent pas moins pour autant. Rachel fait partie de ma vie désormais, et c'est le don étrange enfoui sous le reste des ruines. J'ai une sœur. Elle vient au dîner du dimanche chez Sophia. Et elle se dispute avec Danny au sujet du baseball avec toute l'énergie de son être. Elle me raconte, morceau par morceau, la femme qu'elle est devenue et que notre mère n'a jamais eu l'occasion d'effacer, généreuse, indestructible, dotée de cet humour pince sans rire que je reconnais instantanément pour l'avoir en moi aussi. Nous ne parlons pas beaucoup de Vivien. Nous n'en avons pas besoin. Nous parlons du présent. Et Danny est mon mari. Et chaque matin ordinaire de cette vie est la réponse la plus éclatante que je puisse offrir à la femme qui a tenté d'apposer une étiquette de prix sur sa tête. J'ai épousé les métiers manuels. J'ai épousé la cuisine chaleureuse. J'ai épousé l'essentiel. Voici ce que j'ai enfin compris. Et je le dis clairement car il m'a fallu 31 ans et un mariage en flammes pour l'assimiler. Ma mère m'avait enseigné que l'amour était conditionnel. Que pour être gardé, il fallait d'abord valoir la peine de l'être. Et que cette valeur pouvait s'évanouir en un seul jour ordinaire. Elle l'avait démontré en le faisant d'abord à Rachel.
Et elle avait failli me pousser à faire exactement la même chose avec Dany. Telle était la blessure. Et voici où s'opère la guérison. Je n'ai besoin d'effacer personne de ceux que j'aime pour mériter d'être aimé. Je n'ai pas à renoncer à ce qui est authentique pour conserver ce qui est confortable. Le nom n'a jamais été la mesure de toute chose. La personne qui s'est dressée à cet autel en refusant de sacrifier un être humain de plus, voilà l'unique mesure valable. Je l'ai dit moi-même. Si vous avez une limite que vous n'osiez pas maintenir de peur qu'elle ne vous coûte des gens qui partagent votre nom de famille, maintenez-la quand même. Rompre les ponts n'est pas de la haine. C'est parfois simplement le son de vous-même qui mettez enfin un terme à ce qui vous blessait pour laisser entrer le silence. Le voile repose dans une boîte, là-haut sur une étagère. Le bracelet de Rachel est posé à portée de vue, sous mes yeux chaque jour. Je sais exactement lequel des deux est le véritable héritage. Une famille n'est pas constituée de ceux qui partagent votre patronyme. C'est l'ensemble de ceux qui ne vous échangeraient pour rien au monde.